Autrefois, le parc de pins parasols et la villa étaient la propriété de João Lúcio Puçao Pereira. Une grande partie de l'ensemble a été acquise par un syndicat de banquiers et transformée en camping où actuellement nous séjournons. La villa, quant à elle, a été réhabilitée par la région d'Algarve et transformée en musée et bureau administratif. Parlons maintenant un peu plus de João Lúcio. Né en 1880 à Olao, c'était un homme brillant, avocat, journaliste, homme politique du côté plutôt anarchiste et surtout poète. Il voyagea énormément, tout en restant cependant très fidèle à son Algarve qu'il aimait tant. Suite à une pneumonie, il s'éteint en 1918, à l'âge seulement de 38 ans. L'architecture de la villa en forme d'étoile comprend 4 escaliers d'accès disposés aux 4 coins cardinaux. L'escalier en forme de poisson au nord, l'escalier en forme de guitare au sud, l'escalier en forme de violon à l'est, et l'escalier en forme de serpent à l'ouest. Un patio central aux fortes connotations mauresques distribue l'ensemble des pièces de vie à chaque étage. Chaque niveau de la villa est ceinturé par un balcon qui permet d'avoir une vue à 360 degrés sur tous les alentours. C'est également un gros avantage pour profiter du soleil toute la journée. La nationale 125 qui traverse l'Algarve d'est en ouest délimite également la partie la plus commerçante d'Olao. L'avenue de la République, qui lui est perpendiculaire, est un mail qui descend vers la mer et qui prend fin à l'église matrice. Cette église, construite aux environs de 1700, a été réalisée grâce à la contribution des pêcheurs. C'est la limite entre la ville nouvelle et la vieille ville. Du sommet de l'église, là où plusieurs cigognes ont élu domicile, on découvre les maisons et terrasses blanchies à la chaux. On a presque l'impression d'être au Petit Socco de Tanger. Si certains ont choisi le caveau enterré et ventilé, avec escalier d'accès, la majorité des familles préfèrent les petites chapelles de pierre blanche, fermées par des portes métalliques en fer forgé. Chaque monument possède soit 4 ou 6 étagères, en marbre en général, sur lesquelles sont placés les cercueils à la vue de tous. Et malheureusement, quand la place vient à manquer, un cercueil est relevé et les ossements déposés dans des cases prévues à cet effet. Il est pratiquement impossible de passer par Olao sans voir la principale œuvre de Dario Silva, spécialiste du street art, qui a peint sur une ancienne église qui se trouve sur la Nationale 125, au centre même du quartier commercial de la ville. En 2009, il est contraint d'abandonner les peintures en aérosol, les vapeurs toxiques ayant fortement endommagé son foie, et se tourne maintenant vers la peinture normale avec un pinceau et des peintures à l'eau, beaucoup moins nocives.
10h10, départ d'Olao en direction de Faro et surtout de l'aéroport pour louer une voiture. En fait, ça ne marche pas tout à fait comme on voulait parce que dès à l'arrivée à l'aéroport, les voitures sont chères et d'autre part, les 3/4 des réservations devaient se faire par Internet. Retour quelques kilomètres à pied jusqu'à la gare de Faro et retour bredouille jusqu'à Olao. Le lendemain, il nous faudra pas plus de 10 minutes à la réception de notre camping pour posséder une voiture à un prix correct. Et maintenant, à nous, la montagne et les petits villages blancs de l'Algarve. Après notre passage chez Valentin, notre fournisseur d'oranges, que les femmes cueillent dans l'arbre comme l'an passé, le hasard de notre petite route de campagne nous fait découvrir un champ d'arbres fruitiers tout revêtu de roses. Et déjà, Maya l'abeille prépare son miel de printemps. Enfin, presque, puisque nous ne sommes qu'en février. Mais c'est de l'autre côté de la route que la surprise est encore plus grande. Car une fois le portail franchi, nous apparaît une multitude de sculptures naïves, très colorées, ainsi que des constructions relativement baroques. La femme brune à lunettes qui nous a accueillis semble très fière de la réalisation de son fils Marco. Nous rentrons un peu plus à l'intérieur des terres, à la rencontre du chêne-liège, nombreux dans la région. Mais auparavant, un détour jusqu'au mont Saint-Miguel, bardé d'antennes de télécommunications, s'impose. Point le plus haut de l'Algarve orientale, du haut de ses 411 mètres, le mont Saint-Miguel, appelé aussi Montefigo, est un excellent repère, visuel et météo, pour les pêcheurs de la lagune. Il faut attendre 25 à 35 ans environ, après la plantation, pour procéder au premier écorçage ou démasclage appelé mâle. La structure dure et régulière est triturée en granulés pour en faire des parquets flottants, des dalles murales et tout autre objet en liège reconstitué. Il faudra attendre entre 9 et 14 ans, suivant la croissance de l'arbre, pour opérer les levées futures, dites femelles, propices à la confection des bouchons. Après un stockage de 6 mois en plein air, les écorces sont bouillies, pressées et stabilisées, afin de reprendre leur épaisseur définitive. Coupés en bandes, les bouchons sont alors obtenus grâce à un emporte-pièce. Cette ancienne demeure de maître, propriété d'un riche industriel du Liège, a été transformée en musée dans le but de conserver et promouvoir la culture de la région. Outre de nombreux costumes anciens, témoins de la vie portugaise d'autrefois, on peut y voir beaucoup de vieux outils agricoles. Dans le jardin, les dépendances ont été aménagées en salles de spectacle et conférences. Également, à l'extérieur, des dizaines de charrettes du temps jadis sont à l'honneur. Comme beaucoup d'autres villages pourtant peu retirés du littoral, Moncarapaccio respire le calme et la tranquillité. Enfin, tout au moins hors saison estivale.
Il y fait bon se reposer et boire un verre sur ces charmantes petites placettes à l'ombre des arbres. À 10 km au nord de Faro, Estoy est l'endroit où se situe l'un des palais rococo des plus splendides d'Algarve. Autrefois tombé en ruine, il fut réhabilité par José Francisco da Silva, pharmacien et gouverneur du district de Béja. En reconnaissance du travail fait pour la restauration du palace et de la région, le roi Carlos le nomma vicomte d'Estoy. Resté dans la famille da Silva jusqu'en 1987, le palace d'Estoy fut acheté par la ville de Faro et, ayant retrouvé sa splendeur originelle, transformé en Pousada, c'est-à-dire hôtel de luxe d'État. Les personnes non résidentes de l'hôtel sont toutefois autorisées à visiter librement les jardins. Les anciennes écuries du palais ont été transformées en espaces événementiels et les chambres modernes, en prolongement du palais, s'intègrent très bien au versant de la colline. Près de la nationale 125, sur la commune d'Almancil, l'église a été construite fin du XVIIe, début XVIIIe, en remerciement au miracle attribué à Saint-Laurent. Pour la petite histoire, il n'y avait pratiquement plus d'eau dans la région, et les habitants décidèrent de creuser un puits tout en invoquant le saint. Immédiatement, un jet important se produisit. L'intérieur, entièrement tapissé d'azuleros, azulège en portugais, en fait l'une des églises les plus remarquables du Portugal. Situé sur une colline qui lui donne son nom, le petit village de Querrança, 750 habitants, est connu pour ses distilleries d'arbousiers et pour la confection de petites poupées en chiffon faites de façon très artisanale. Tout de blanche vêtue, l'église de Notre-Dame de l'Assomption trône sur le point le plus élevé de la commune, dominant ainsi les vallées environnantes. Maintenant que nous déambulons dans l'arrière-pays de l'Algarve, une de nos motivations est de sortir des sentiers battus et de découvrir des métiers, si ce n'est insolites, tout au moins devenus rares. C'est le cas de l'entreprise des frères Martinich, perdue au fond d'une vallée et qui font diverses tuiles, des mosaïques, et ceci tout à la main.
Le bulldozer avec son godet va aller chercher la terre afin d'alimenter les différentes trémies qui vont rendre l'argile de plus en plus fine. Et c'est là que, sans instrument électronique ou manomètre, l'ouvrier avec son tuyau d'eau va doser à la perfection la terre qui arrive de telle manière qu'elle ne soit ni trop liquide, ni trop dure. Il suffit tout simplement de regarder le savoir-faire des deux ouvriers pour comprendre la fabrication des carreaux en terre. Posés sur des clayettes, les carreaux devront attendre, suivant la saison, entre une semaine en été et un mois en hiver. Ils pourront alors passer au four pendant 30 heures environ, alimentés par le bois et surtout la sueur jalousement gardée par la chienne Mirza. Nous nous rendons maintenant vers le village d'Alt, qui se trouve dans l'arrière-pays de l'Algarve, au nord de l'Oulé. Comme beaucoup de villages dans la région, Alt possède énormément de sources et cascades qui alimentent en eau potable de nombreuses villes du littoral. Niché au creux de 4 collines qui l'entourent, le village aux rues romantiques est constitué de maisons blanches aux cheminées travaillées souvent d'ailleurs de manière artisanale. Allez, grimpons davantage et direction la Rocha des Sauidos, d'où nous pouvons admirer le panorama.
Situé à 16 km seulement au nord-est de Faro, Loulé, avec ses 70 000 habitants, fait partie des grandes villes de l'Algarve. C'est une ville marchande traditionnelle, avec ses petites rues commerçantes bien sympathiques, qui montent vers les vestiges du château. Un peu plus haut, au centre de la ville, le marché couvert de style néo-arabe est le lieu de rendez-vous, tous les samedis, de l'Algarve agricole. Loulé est une jolie ville qui a su préserver son identité portugaise. Amor.
Et c'est avec ces images de carnaval, un peu plus sympa, que se termine ce reportage sur Olao et l'arrière-pays. Bon séjour et à bientôt.